l'horizon ce matin? Non. Je vous propose d'attendre encore 5 minutes avant de commencer. Ça marche. Je vais me servir un café. À tout de suite.
Alors bonjour à toutes et à tous. Je vous propose qu'on attende encore quelques minutes avant de commencer la présentation. Je vois encore des gens qui essaient de se connecter. On va commencer du coup, je pense, vers 8h35. À tout de suite. Je vous dérange pas? Oui, pas de souci, on fait comme ça. À tout à l'heure. Au revoir. Bon, après ça, Non, mais je sais très bien. Camarade. Ok, Julien Clerc. Voilà. Il va être né en dessous de 1970. Bien. Bonjour à toutes et tous et merci d'être présents à ce webinaire portant sur la prévention des risques professionnels en entreprise. Comme vous le savez, je pense, puisqu'on a communiqué un petit peu dessus quand même, il y a une loi qui est passée sur la prévention de la santé au travail, le SINOB a beaucoup travaillé dessus, notamment pour essayer de faire passer des amendements. Certains ont été adoptés, d'autres non, malheureusement. Aujourd'hui, donc, grâce au partenariat que nous avons avec Malakoff Humanis, nous vous présentons, enfin, du moins Maître Millet, présent ici, nous présentera du coup les aspects juridiques et pratiques de cette nouvelle loi et surtout les conséquences opérationnelles que ça pourrait avoir pour vous et vos entreprises. Avant de laisser Malakoff Humanis et Sébastien Millet se présenter, je me permets de vous rappeler quelques règles. Pour le bon déroulement de ce Web Social Café, je vous remercie de bien vouloir couper vos micros pendant la présentation et n'hésitez pas à faire part de vos questions dans la conversation. On essaiera de vous y répondre soit pendant, soit à la suite de la présentation. Voilà, je laisse Madame Charbonnier se présenter.
Donc, bonjour, Béatrice Charbonnier, je suis en charge de relations extérieures chez Malakoff Humanis et à ce titre en charge du partenariat avec le CINOV. Donc, la présentation qui va vous être faite par Maître Millet qui nous accompagne dans cette présentation donc, porte notamment sur des aspects de prévention pour lesquels en fait, nous avons un certain nombre de dispositifs qui peuvent vous accompagner, notamment dans le cadre des régimes de prévoyance et de santé de la branche. Votre branche a souhaité mettre en place un certain nombre de dispositifs qui sont à votre main, du type accompagnement des fragilités, de type un bilan qui peut être fait avec ce que l'on appelle le tiers humain. Nous avons tout un tas de services qui pourraient vous accompagner pour ceux qui ne sont pas, pour ceux qui sont adhérents chez nous et qui pourraient vous aider dans l'application de cette loi. Voilà, donc je vais laisser Maître Millet se présenter et commencer cette présentation. Et si vous avez des questions concernant nos services, pas de souci, je serai là. Voilà. Bien, merci, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Sébastien Millet, je suis avocat associé au cabinet Ellipse Avocat. Alors, j'exerce à Bordeaux, au barreau de Bordeaux. Voilà, dans notre activité, on accompagne les entreprises et leurs dirigeants sur des sujets de droit social. Et donc, la thématique de la santé-sécurité au travail et aujourd'hui plus largement de la santé-sécurité-environnement et voilà quelque chose d'assez transversal sur lequel on intervient aussi bien voilà, sur des aspects de conseil au quotidien que de contentieux. Et on verra qu'il y a effectivement un certain nombre de sources de risques pour les entreprises. Donc, il faut appréhender ça vraiment à la lumière de ces enjeux. Donc, je vais vous faire un décryptage voilà, relativement rapide, hein, bien sûr, parce que le temps est compté pour tout le monde, de cette loi, puisque ça fait partie des grandes lois qu'on a tous les étés, des grandes réformes. Hein. C'est vrai que l'année dernière, on en a eu 2 coup sur coup, la loi santé-travail et la loi climat, qui commencent à avoir leurs effets se déployer 1 an après, puisque là, globalement, on va avoir une loi dont l'entrée en vigueur a été différée dans le temps. Et ce n'est pas terminé puisqu'on attend encore un certain nombre de dispositifs. Donc, parmi toute la panoplie des mesures, on va s'attacher vraiment à ce qui peut intéresser concrètement les entreprises au niveau de leurs obligations, comment essayer de le déployer concrètement. Qu'est-ce que ça change concrètement pour vous? Voilà, en sachant qu'on va plutôt s'intéresser aux entreprises, aux TPE-PME, parce que c'est vrai qu'il y a une distinction à faire selon les seuils d'effectifs. Et bien sûr, voilà, si vous avez des questions dans le cadre du fil, hein, bien entendu, on essaiera d'y répondre du mieux possible. Alors, vous aurez un support effectivement qu'on avait préparé avec toujours effectivement un certain nombre d'acronymes avec lesquels il faut faire avec. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup dans ce domaine. Tout d'abord, peut-être sur le contexte de cette réforme, puisque essentiellement cette loi du 2 août, c'est tout d'abord elle était déjà dans les tuyaux, on va dire, avec déjà le rapport Lecoq qui avait posé un certain nombre de jalons en termes de propositions de réforme, notamment sur la question de la santé au travail au sens des services de médecine du travail, avec vraiment des scénarios d'évolution assez marqués, aussi en matière de tarification des risques professionnels, etc. Et donc, ça a fait son petit bonhomme de chemin. Il y a eu effectivement des négociations au niveau national interprofessionnel qui ont été relativement longues, et pour ne pas dire épineuses, mais qui ont finalement débouché sur un accord national interprofessionnel du 9 décembre 2020, qui est important puisqu'en fait, finalement, avant que ça soit une réforme imposée par le législateur, c'est intéressant puisqu'on s'est efforcé d'avoir d'abord un consensus au niveau des partenaires sociaux sur le contenu d'une réforme et son acceptabilité pour les entreprises. Et donc, finalement, cette loi du 2 août 2021, c'est une forme de transposition, on va dire, relativement fidèle de ce qui a été prévu par les partenaires sociaux au niveau, dans le cadre de cet accord national interpro du 9 décembre 2020. Ce qui est important à bien intégrer dans ce contexte pour cerner les enjeux
véritablement de ce que représente la santé-sécurité au travail, c'est qu'on a une conjonction de facteurs et d'évolutions qui aujourd'hui mettent vraiment l'accent et le curseur sur l'importance capitale de ce sujet au quotidien pour les entreprises, pour les chefs d'entreprise et puis plus généralement pour les salariés eux-mêmes. Et on l'a bien vu avec la crise sanitaire, puisque effectivement, les politiques publiques ont tout axé sur protéger la santé et la sécurité, quoi qu'il en coûte. Et finalement, c'est vrai que la période du Covid a été plutôt, c'était un peu contre-intuitif, mais finalement, ça a été plutôt une réussite de ce point de vue-là, puisque toutes les entreprises ont joué le jeu et ont réussi finalement à s'approprier le sujet de la prévention des risques professionnels, qui n'est pas facile parce qu'il est très transversal, très pluridisciplinaire. Elles ont réussi à se l'approprier sous l'angle de la mise en œuvre des protocoles sanitaires. Et finalement, le résultat, c'est qu'il y a eu très peu de contentieux. Ça a bien fonctionné et ça a permis d'enclencher souvent dans beaucoup d'entreprises une dynamique vers une démarche plus structurée autour de la prévention. Donc ça, c'est vraiment un point très important parce que la prévention a gagné des points grâce à sous l'angle du risque biologique. C'était un peu inattendu, mais bon, peu importe finalement le vecteur par lequel ça prend racine, on va dire. Les autres aspects qui nécessitent aussi aujourd'hui de bien appréhender ce sujet, c'est que on a un certain nombre de facteurs de risque aujourd'hui émergents qui se développent, liés au changement organisationnel, au numérique, aux facteurs aussi environnementaux. On parle beaucoup des aléas climatiques, etc. Donc, des pollutions chimiques diffuses, etc. Donc, tous ces risques nouveaux doivent être appréhendés puisqu'en fait, ils sont de nature à générer des nouveaux risques professionnels. Donc là aussi, il y a tout un suivi à faire. Qui d'ailleurs est repris au niveau des politiques européennes de l'Union européenne, puisqu'on a des plans quinquennaux, on va dire, alors un peu plus que quinquennal, mais on a un cadre stratégique de l'Union européenne qui va cadrer finalement les politiques nationales pour essayer d'uniformiser les choses, pour tenir compte de cette nouvelle donne en matière de santé et sécurité au travail, puisque finalement, il y a toujours beaucoup d'accidents mortels du travail et certains domaines sur lesquels on ne progresse plus, d'autres sur lesquels il y a vraiment des besoins de progrès aussi sur les cancers professionnels, par exemple. Donc, l'Union européenne travaille aujourd'hui, finalement, le droit français, c'est pour une très grande partie la déclinaison de règles édictées au niveau de l'Union européenne. Par exemple, en matière d'équipement de travail, on va encore avoir des révisions importantes sur la question des machines. Voilà. Au niveau national, on a par ailleurs là aussi des plans un peu quinquennaux avec les plans santé-travail. Et là, on est rentré donc à l'occasion de la sortie du Covid dans le 4e plan santé au travail qui fixe finalement un cadre de politique d'action nationale avec notamment une volonté de prévenir certains grands risques que sont le risque routier, les troubles musculo-squelettiques, les risques psychosociaux, les maladies liées à l'amiante. De prendre en compte véritablement ces risques prioritaires et puis de flécher les actions au niveau local qui peuvent intervenir. Donc, c'est ce qui va cadrer en tout cas les politiques publiques et donc aussi derrière de contrôle des inspections du travail jusqu'en 2025. Parallèlement, au niveau statistique, on a effectivement des évolutions à prendre en compte sur l'absentéisme, qui est aujourd'hui un peu un fléau dans les entreprises, avec du coup aussi là une nouvelle donne sur l'absentéisme, la sinistralité. On parle beaucoup aussi des phénomènes de quiet quitting, de démission. Donc tout ça, c'est vrai que la façon dont on prévient les risques professionnels en entreprise peuvent peser sur l'absentéisme. Tout ça se télescope avec la question des instances représentatives du personnel au sein des entreprises, puisque on arrive à la
pour l'essentiel, on va arriver dans la deuxième génération des comités socio-économiques, donc avec des élections professionnelles un cycle d'élections qui va se remettre en place dans les entreprises. Et donc, c'est vrai qu'on a un peu le recul sur finalement cette première génération, comment les instances ont géré, se sont appropriées, ont développé ou pas des nouvelles pratiques en matière de prévention des risques par rapport aux attributions qui sont données au nouveau CSE, puisqu'on n'a plus désormais l'ancienne dichotomie, la dualité entre, voire le triptyque entre délégué du personnel, comité d'entreprise et puis CHSCT. Aujourd'hui, on a tout dans une instance unique. Et c'est vrai que ce qui ressort un petit peu des statistiques, c'est que finalement, la prévention des risques professionnels a été un peu diluée au sein de problématiques plus économiques et donc est souvent perçue un petit peu comme le parent pauvre. Mais il est certain que les CSE, qu'on soit dans des entreprises de plus ou moins de 50 salariés, ont un rôle capital et central à jouer. Et c'est important que les directions vraiment puissent s'appuyer sur leurs partenaires sociaux pour les aider dans cette démarche de prévention. Voilà. En lien avec ça, effectivement, plus les CSE, alors notamment les entreprises de plus de 50, ont des nouvelles attributions en matière environnementale. Donc tout ça, ça évolue beaucoup et ça rajoute finalement une couche d'obligation du point de vue de la prévention des risques. Voilà. Et puis, pour terminer, effectivement, aujourd'hui, dans le cadre de la politique publique, aujourd'hui, voilà, on a vraiment une priorité qui est faite sur le fait de vouloir assurer une meilleure prévention des risques au quotidien et développer toute la culture de prévention dans les entreprises. Donc, voilà un petit peu le contexte, mais c'est important d'avoir ça en tête parce que ça explique bien quels sont les enjeux. Voilà. Aujourd'hui, en tout cas, côté obligation de l'employeur, on est sur une obligation. On ne parle plus d'obligation de sécurité de résultat, mais on est sur une obligation vraiment de prévention qui est très renforcée. Donc, on appelle ça l'obligation de sécurité et de protection de la santé. Et c'est voilà, une obligation capitale, fondamentale et incontournable, je dirais, dans le quotidien des entreprises. Avec effectivement des enjeux plus ou moins marqués selon l'activité et le secteur d'activité. Mais dans le domaine, par exemple, des bureaux d'études techniques, on a effectivement des aspects de santé physique qui peuvent être liés aux missions, aux déplacements professionnels, et aussi des aspects de santé mentale ou psychique, en tout cas, qui sont aujourd'hui sur le terrain des RPS, parce que psychosociaux au sens large, qui sont aujourd'hui, qui pèsent, qui occupent autant de place finalement que la santé ou la sécurité physique. Et donc, ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, voilà, le poids des risques psychosociaux en entreprise doit être appréhendé au même titre que les risques de chute de plein pied, de risques routiers, etc. Et c'est vrai que c'est un fléau qui conduit à de l'absentéisme, de la sinistralité, accident du travail ou maladie professionnelle. Et donc, on a intérêt à prendre en considération. Risque. Pardon ? Non, je pense qu'il s'agit d'une erreur. Alors, sur les volets de la réforme, on va surtout s'intéresser à ce qui intéresse, à ce qui impacte les entreprises, concernant le renforcement de la prévention, et puis aussi le volet de lutte contre la désinsertion professionnelle. Je ferai un petit focus rapide sur les changements au niveau des services de santé au travail, puisqu'ils sont aussi très sensiblement impactés. Mais c'est vrai que là-dessus, les entreprises vont un petit peu subir les évolutions organisationnelles des services de santé et ne sont pas directement acteurs de ce sujet. Donc voilà, intéressons-nous donc à ce qui change vraiment concrètement pour les entreprises dans le quotidien. Alors voilà, vous avez un petit panorama à date des textes qui ont été publiés, puisqu'on attendait en gros quasiment cinquantaine de dispositions réglementaires d'application, ce qui fait que la loi est d'application différée pour l'essentiel. Donc, je vous passe le détail, bien sûr, technique de tous les textes, mais vous aurez les références si vous avez besoin de vous y reporter, en sachant que, voilà, c'est pas fini, on attend encore d'autres textes d'application, et notamment sur deux domaines très importants, que sont le passeport de prévention. Alors, aujourd'hui, on est le 30 septembre, on a une entrée en vigueur qui est prévue bien demain, et on n'a toujours pas le fameux décret d'application.
Et puis ensuite, la question du dépôt dématérialisé du document unique d'évaluation des risques professionnels, où là, pour les entreprises de moins de 150 salariés, on a encore un peu le temps devant soi, mais pour l'instant, on ignore complètement le contenu technique et technologique et les impacts très opérationnels que ça va avoir pour les entreprises pour venir alimenter cette future plateforme nationale. Voilà. Sinon, pour l'essentiel, la réforme elle est entrée en vigueur depuis le 31 mars 2022. Donc voilà, aujourd'hui, beaucoup de dispositions sont d'ores et déjà applicables. Alors, ce qui est important en matière d'obligation des entreprises, c'est vraiment la logique de prévention primaire. Souvent, on est un peu trop dans la prévention dite secondaire, voire tertiaire. Alors, c'est un abus de langage parce que prévention tertiaire, c'est plus de la prévention, on va se contenter d'accompagner les suites d'un accident ou d'un incident ou d'une altercation. Et voilà, il faut le faire, hein, notamment sur la prévention des risques en matière de harcèlement moral ou sexuel, mais c'est pas vraiment de la prévention primaire. La prévention primaire, l'idée, c'est vraiment de supprimer ou de réduire le risque à la source, autant que faire se peut. Alors pour ça, juste, je vous ai fait un petit panorama des fondamentaux. S'il y a une seule chose à retenir en sortant de ce web café, c'est vraiment ça. C'est les principes généraux de prévention du Code du travail qui sont un peu la boussole ou la Bible, si vous voulez. Donc, on a 9 principes généraux de prévention et on retrouve bien dedans cette idée de prévention primaire des risques à la source, hein, combattre les risques à la source, alors éviter les risques, mais pour ça, il faut aussi les évaluer. On va voir que la réforme, elle s'intéresse énormément à la question de la démarche d'évaluation des risques. Tenir compte de l'état de la technique, adapter le travail à l'homme, alors planifier la prévention dans une approche intégrée, c'est-à-dire qu'on soit en mode projet, qu'on soit sur des achats de matériel, d'équipements, etc. Il faut toujours se poser la question, est-ce qu'il y en a un impact en termes de risque et qu'est-ce qu'on peut faire pour effectivement avoir l'approche la plus vertueuse et qui soit la plus à même de prévenir les risques à court, moyen ou long terme. Voilà. Donc, et on parle aussi bien des risques pour la santé physique que pour la santé mentale des salariés. Alors, je reviens juste sur le panorama des mesures phares de la réforme en termes d'obligations sociales. On va s'intéresser beaucoup à la question de la démarche d'évaluation des risques professionnels. Mais ce n'est pas le seul morceau, on va dire, puisqu'on a un pan de mesure sur le renforcement du dialogue social avec le CSE. Donc, les CSE, qu'on soit plus ou moins de 50, sortent avec des attributions renforcées en matière de prévention des risques professionnels. Donc, ça fait partie de leurs attributions, mais ils ont des attributions renforcées. Mais aussi, la contrepartie de ces droits, c'est aussi un certain nombre de devoirs, même si la loi n'est pas très explicite, mais elle fait ressortir quand même l'idée que les CSE doivent contribuer à la démarche de prévention. Et donc, c'est des acteurs de promotion de la culture sécurité. Et donc, voilà, l'employeur a des obligations premières et essentielles. Et bien sûr, l'intervention du CSE ne peut pas s'y substituer, mais les élus doivent aussi jouer leur part, avoir leur rôle, et ils ont quelque part une forme de responsabilité aussi pour accompagner ce que fait l'entreprise. Pour ça, il faut qu'ils soient formés correctement et qu'ils aient un niveau de formation, de compétences à minima en matière de santé et sécurité, parce qu'on est sur des sujets très techniques et très divers, hein, de par la multiplicité des risques. Donc pour ça, la loi, elle vient améliorer, enfin en tout cas clarifier la question de la formation minimale en santé et sécurité au travail pour les élus, et aussi lorsqu'il existe le référent prévention qui est désigné par l'entreprise. J'insiste sur ça parce que beaucoup d'entreprises n'ont pas forcément désigné de référent santé-sécurité. Alors, soit en interne, soit si on n'a pas en interne, effectivement, une personne compétente et volontaire, on a la possibilité de faire appel à un intervenant en prévention des risques professionnels, donc à un IPRP. C'est très important ça parce que effectivement, ça permet de structurer la démarche, et l'idée, c'est que le dirigeant d'entreprise, chef d'entreprise, puisse se faire aider du mieux possible. Et ça, c'est quelque chose qui est assez peu mobilisé encore aujourd'hui. Et je pense que c'est vraiment un vecteur qui peut aider à améliorer la prévention des risques au quotidien.
ne serait-ce que pour le travail préparatoire des dossiers, pour l'évaluation des risques, etc. On va avoir le nouveau passeport de prévention, donc qui a vocation à centraliser l'ensemble des certificats, des attestations, des diplômes obtenus par le salarié en matière de santé sécurité au travail. Donc, je ferai un petit focus là-dessus un petit peu plus loin. On attend bien sûr les règles concrètes pour savoir exactement comment le dispositif va fonctionner. Au-delà de ça, la négociation obligatoire, la négociation collective, elle est mobilisée aussi puisque ça peut être un vrai vecteur d'amélioration de la prévention, avec notamment l'idée qu'il faut aujourd'hui un peu transcender la question de la qualité de vie au travail, qui souvent a eu un côté un peu gadget, où finalement elle était un peu caricaturée sous le plan de dire on va mettre des baby-foot, des choses qui sont sympathiques, mais qui en fait répondent pas vraiment à l'idée d'améliorer les conditions de travail par rapport à la réalité du travail. Donc l'idée, alors il y a un changement d'acronyme, on passe de la QVT à la QVCT, c'est-à-dire la qualité de vie et des conditions de travail. Mais derrière ça, l'idée, c'est vraiment qu'il faut s'intéresser, et notamment par le biais de la négociation collective, on a la possibilité d'expérimenter tout un tas de choses qui peuvent contribuer à améliorer les conditions de travail dans le quotidien des salariés et donc à participer plus généralement à la qualité de vie au travail qui aujourd'hui devient un incontournable, qu'on ait ou pas une approche, une démarche ou une politique de responsabilité sociétale de l'employeur. On voit bien que les entreprises aujourd'hui qui ne travaillent pas en matière RH sur l'aspect qualité de vie au travail ont des problématiques d'attractivité, de recrutement, etc. Donc, voilà, il y a des gains aussi à avoir sur ce terrain-là. Et puis, inévitablement, meilleure qualité de vie et des conditions de travail, c'est aussi un moyen de réduire les risques psychosociaux et donc tous les effets négatifs induits par ces risques et facteurs de risque. Les branches professionnelles sont également fortement mobilisées, alors notamment pour aider les TPE-PME dans leur démarche. Alors, le législateur n'a pas voulu rentrer dans un registre coercitif auprès des branches, donc on est plus sur une incitation, une invitation à mettre en place des dispositifs d'accompagnement avec des référentiels, des kits, etc. Donc, beaucoup de choses qui se font de manière assez variable d'une branche à l'autre. L'idée, c'est en tout cas de faciliter le travail et la démarche des employeurs. Donc, il y a beaucoup de choses assez intéressantes qui peuvent être imaginées là-dessus. Et puis, dernier point de la réforme que vous avez sans doute vu passer, probablement décliné d'ailleurs dans vos règlements intérieurs si vous en avez, puisque effectivement le seuil a été relevé de 20 à 50 salariés pour avoir un règlement intérieur de manière obligatoire. Mais ce sont les nouvelles règles en matière de prévention du harcèlement sexuel et des agissements sexistes, puisque les définitions des agissements réprimés se sont élargies, avec notamment la répression et l'interdiction des comportements collectifs. Voilà, donc je passe rapidement là-dessus, mais voilà, il faut savoir que ça existe et qu'aujourd'hui, on a les attentes sociétales sont finalement, enfin en tout cas, la loi se met en phase avec les attentes sociétales d'une meilleure prévention de ces phénomènes, qui sont voilà, un des sous-éléments en matière de risques psychosociaux à prendre en compte. Alors, très concrètement, sur, je dirais, le gros morceau qui est la démarche d'évaluation des risques professionnels, je dirais pour commencer qu'il est important de ne pas considérer l'évaluation des risques uniquement sous l'angle d'un document, même si c'est le livrable, entre guillemets, qui est attendu par le législateur, hein, c'est d'avoir un document unique. Mais force est de constater que voilà, cette obligation-là, elle date depuis 2001, donc elle a plus de 20 ans, et qu'aujourd'hui, on estime qu'à peu près 50% des entreprises ne sont pas, en tout cas sur les TPE-PME, c'est très marqué, ne sont soit pas équipées, soit ne mettent jamais à jour leur document unique. Et donc voilà, il y a un écart très fort entre l'exigence légale et réglementaire et la réalité de terrain.
qui s'explique en fait parce qu'effectivement, c'est une démarche complexe, qui est lourde et qui, contrairement à son nom, à ce que son nom indique, ne doit pas être vue sous l'angle uniquement d'un document, mais plus d'une démarche d'amélioration continue en fait. Et donc, le travail est tout le temps à remettre sur la table, d'où l'intérêt d'avoir désigné un référent pour se faire aider en interne dans cette démarche. Donc, voilà, en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'évaluation des risques professionnels, c'est le cœur du réacteur. Sans ça, on ne peut pas connaître précisément ces risques, on ne peut pas les mesurer, les évaluer. Et donc, on n'est pas en mesure, on va pouvoir mener une politique de prévention, mais qui va être très empirique et sans doute inadaptée sur un certain nombre de risques ou de facteurs de risque. Donc, l'idée, c'est d'avoir une démarche qui soit structurée et méthodologique. Donc, ce qui est important, c'est que le document unique d'évaluation des risques, il a vocation à faire un état des lieux des risques sur l'ensemble des risques auxquels sont exposés les salariés. Alors, on parle des risques professionnels liés à l'activité, donc c'est potentiellement très vaste. Il faut se poser les bonnes questions. On est vraiment dans le concret du travail, de comprendre l'activité des salariés. Donc, c'est quelque chose qui doit être ancré dans les réalités de travail du quotidien, qui doit s'intéresser d'ailleurs aux aspects techniques, mais aussi organisationnels. Et je sais aujourd'hui qu'il y a beaucoup de sujets sur ce terrain-là. Et donc, aujourd'hui, une des nouvelles finalités qui est assignée au document unique d'évaluation des risques, c'est aussi, on va voir sa déclinaison, c'est d'assurer une traçabilité collective des expositions dans la durée. Donc, voilà, c'est en tout cas, sans ce document, on ne peut pas prétendre mener une démarche, une démarche de prévention des risques sérieuse. Donc, c'est la base, c'est le point de départ. La loi ne le disait pas, mais c'est vrai que dans les pratiques, c'était une suite logique. C'était en fait de dire, une fois qu'on a identifié nos risques et qu'on les a évalués, cotés, c'est-à-dire qu'on a défini des ordres de priorité ou de criticité des risques, avec une liberté dans la méthode, puisque d'une entreprise à l'autre, les choses sont assez variées et disparates, mais néanmoins, l'idée, c'était d'aboutir bien sûr à des actions de prévention et pas simplement de s'arrêter à une identification de risque et dans un document qu'après on classe dans un placard pour caricaturer et qu'on laisse prendre la poussière. Mais c'est vrai que malheureusement, c'est souvent ce qu'on constate et ça revient à la même chose que de rien faire du tout. Donc, l'idée, c'est effectivement d'arriver sur des mesures d'action concrètes qui soient efficaces et justement qui répondent aux problématiques identifiées. Et donc là, il y a un vrai changement de paradigme puisque avec la réforme, on va imposer aux entreprises de déboucher au terme de cette évaluation sur des actions concrètes qu'il va falloir documenter et sur lesquelles on va s'engager. Donc, il y a une différence de seuil d'effectif puisque pour les entreprises de moins de 50 salariés, ce qui est exigé, c'est que le document unique contienne en fait en annexe, si vous voulez, ou à l'intérieur, en tout cas du corps du document, une liste des actions de prévention qui doit être consignée dedans. Donc ça, c'est une obligation maintenant qui est bien ancrée dans le Code du travail, alors qu'auparavant, ça n'était pas dit comme ça. Et donc, c'est aussi bien dans le document unique d'évaluation des risques d'origine que dans ces mises à jour successives. Donc, on va voir en quoi ça consiste, les mises à jour. Mais ça sera un incontournable. Et on va être forcément challengé par rapport à ça. Pour les entreprises de 50 et plus, c'est plus contraignant parce qu'on a une exigence de démarche plus structurée avec la mise en place alors là c'est un peu l'Everest de l'acronyme, c'est le PAPRI Pact, c'est le programme annuel de prévention des risques et d'amélioration des conditions de travail, où là on exige que les entreprises établissent un document qui va prévoir une liste détaillée des mesures de prévention avec pour chaque finalement mesure une indication sur ses conditions d'exécution, des indicateurs de suivi et de résultats, des engagements ou des prévisionnels en termes de coûts, une définition des ressources aussi, qui va être mobilisé pour, c'est qui fait quoi, quelles ressources on va allouer pour répondre à ces actions de prévention, et puis un calendrier prévisionnel. Et donc,
ça va vocation à vivre au quotidien. Ce n'est pas un document qui est figé. Qu'on soit sur la liste des actions de prévention pour les entreprises de moins de 50 ou le PAPRIPACT pour les entreprises de 50 et plus, ça n'est pas figé. C'est-à-dire que ça va être en constante évolution et remise à jour. Voilà. Donc, autre point important aussi concernant les exigences dans l'évaluation des risques professionnels, c'est que la loi impose de manière plus forte de s'intéresser en matière de risques chimiques aux polyexpositions. Alors, c'est un sujet qui n'est pas facile parce qu'on est sur du très technique et il n'est pas forcément évident de pouvoir identifier avec précision les incidences en termes d'exposition simultanée ou successive à plusieurs agents chimiques. Mais voilà, aujourd'hui, on a cette nouvelle exigence qui est importante parce que voilà, il y a des effets différés en termes d'usure professionnelle, de risque de maladie professionnelle. Et justement, l'idée, c'est que le document unique permette d'assurer cette traçabilité collective dans la durée et même le très long terme, puisqu'on va voir qu'on va devoir assurer cette visibilité pendant 40 ans, à minima. Donc, ce sujet-là ne doit pas être ignoré. C'est une des priorités d'action, en tout cas sur les risques chimiques, des politiques publiques. Donc, là-dessus, il est important toutes les entreprises manipulent de près ou de loin des produits chimiques, que ce soit même pour les produits ménagers, tout simplement. Donc, c'est important d'identifier qu'est-ce qu'on utilise, d'avoir les fiches de données de sécurité et puis à partir de là, de travailler pour pouvoir cerner les risques, les évaluer et définir les actions de prévention nécessaires. Est-ce qu'on va mettre en place des protections collectives? Est-ce qu'on peut remplacer des produits dangereux par des produits moins dangereux ou pas dangereux? Est-ce qu'on va devoir mettre à disposition des équipements de protection individuelle, etc., etc. Toujours en se reprojetant dans les principes généraux de prévention et puis après, c'est la réglementation particulière en matière de risques chimiques. Voilà. Alors, toujours sur cette démarche d'évaluation des risques, donc les CSE et puis, vont avoir un rôle de contribution. Alors, ce qui est important, c'est que le document unique d'évaluation des risques et ses mises à jour vont devoir passer par l'avis préalable du CSE avec une procédure d'information-consultation, aussi bien pour la mise en place du document unique d'origine que pour ses mises à jour successives. Alors, je fais juste un petit aparté parce que là-dessus, force est de constater que la loi est assez mal rédigée et laisse quand même place à une certaine interprétation sur le point de savoir si ça concernerait uniquement les entreprises de 50 salariés et plus, ou aussi les entreprises de moins de 50 salariés. Il y a quand même une certaine logique à considérer qu'ici, toutes les entreprises, quel que soit leur effectif, sont concernées par cette obligation d'information-consultation, mais c'est vrai qu'il y a matière possible à discussion. Ce qui est sûr en tout état de cause, c'est que quel que soit le seuil d'effectif, on a une présentation obligatoire du PAPRIPACT ou de la liste des actions devant le CSE. À chaque fois qu'on va donc les alimenter au sein les consigner dans le document unique ou dans ces mises à jour successives. Donc, ça, c'est pour les entreprises de 50 salariés et moins. Ça c'est une obligation qui est bien définie par le Code du travail. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir le réflexe de présenter aux élus cette liste d'actions et la partager avec eux, sachant que l'idée, là, c'est effectivement de déboucher sur un consensus avec les élus, qui sera d'ailleurs plus sécurisant pour l'employeur, plutôt que de faire le travail dans son coin. Et finalement, après, on peut toujours se faire plus facilement reprocher d'avoir pris des arbitrages des parties sans les avoir partagés avec les salariés et leurs représentants, qui sont souvent les mieux à même aussi de pouvoir exprimer des remarques utiles sur la pertinence de telle ou telle mesure. Autre point donc important concernant le document unique et ses mises à jour, je vous disais que voilà, il y a des mises à jour qui doivent être faites.
Et là-dessus, souvent, il y a des trous dans la raquette importants. Il y a deux choses à distinguer. Il y a une mise à jour périodique qui doit être faite en principe annuellement. La loi vient ici modérer un petit peu les choses, c'est-à-dire que pour les entreprises de moins de 11 salariés, elles sont dispensées de cette mise à jour annuelle, ce qui n'est pas forcément en termes de prévention des risques, je dirais une bonne recommandation, parce que même dans une entreprise de moins de 11, on peut être exposé à beaucoup de risques du coup, ne pas les réévaluer régulièrement, ça peut être, en tout cas, ça peut fragiliser la prévention. Mais en tout cas, voilà, au plan réglementaire, il y a une dispense pour les moins de 11. Et puis ensuite, il faut toujours avoir le réflexe de se dire, ponctuellement, on peut être amené à devoir remettre à jour le document unique d'évaluation des risques et donc la liste d'actions ou le PAPRI Pacte qui est l'aboutissement logique. Alors, dans deux cas, soit quand on a une décision d'aménagement important des conditions de travail, de santé ou de sécurité, soit quand une information supplémentaire est portée à la connaissance de l'employeur dans une unité de travail, puisque la règle, c'est qu'en matière d'évaluation des risques professionnels, on la conduit unité de travail par unité de travail. Donc ça peut être à l'occasion d'un accident, ça peut être parce qu'il y a un changement d'organisation, parce qu'on, par exemple, voilà, si on met en place du télétravail, eh bien, ça va générer des risques nouveaux et donc il faut à ce moment-là repasser à la moulinette, je dirais, l'évaluation des risques. Voilà. Et donc, à l'occasion de chaque mise à jour du document unique d'évaluation des risques, il faut mettre à jour également le PAPRI Pacte ou le plan d'action. La réglementation précise si nécessaire, c'est-à-dire que voilà, ça nuance un petit peu les choses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément d'automaticité systématique. Ça, c'est à l'appréciation de l'entreprise. Voilà, donc on a un renforcement du dialogue social et puis une démarche continue, vous l'avez compris, sur cette mise à jour, sur cette réactualisation. Donc, ça ne doit pas être considéré comme un document qu'on laisse figé dans un placard. C'est vrai que c'est malheureusement des fois un peu les pratiques qu'on rencontre. Autre point très important, donc, c'est que ce document unique d'évaluation des risques professionnels, à compter du 31 mars 2022, il faut le tenir à disposition, ainsi que toutes, j'appelle les générations successives de documents uniques, c'est-à-dire toutes ces mises à jour successives, on va devoir les tenir à disposition pendant 40 ans. Ce qui est important, c'est que pour permettre cette tenue à disposition, on va avoir une obligation, alors qui est un peu différée dans le temps, de déposer à chaque mise à jour la version du document unique sur un portail dématérialisé national. Donc, cette obligation elle va entrer en vigueur normalement au 1er juillet 2023 pour les 150 et plus. Grosso modo, ça correspond au seuil de tarification individuelle en matière d'accident de travail maladie pro. Et pour les entreprises de 150 salariés et moins, ça sera au plus tard différé d'un an, donc au 1er juillet 2024. Alors, avec des dates qui pourront être variables, là-dessus, on attend les décrets d'application, on n'a aucune visibilité sur les contraintes technologiques que ça va et de pratiques que ça va générer pour les entreprises. Espérons que ça soit pas trop contraignant et surtout que ça laisse aux entreprises quand même une liberté dans le choix du support qu'elles jugent le plus adapté pour pouvoir mettre en place leur document unique. Sachant que voilà, aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une grande diversité, disparité de fonctionnement et de pratiques, et c'est important que chaque entreprise ait quand même une certaine liberté là-dessus. Mais il n'est pas impossible que cette obligation de dépôt nous impose un format standardisé qui, du coup, entraîne des conséquences sur le formalisme qu'on utilisera dans les entreprises. Bon, voilà, je referme la parenthèse parce que là-dessus, on n'a pas de visibilité. Ce qui est sûr, c'est que dans l'attente de ce dépôt obligatoire, il faut veiller à conserver en support papier ou dématérialisé en interne donc toutes les générations du document unique qui sont établies à compter du 31 mars. Donc, il n'y a pas d'effet rétroactif. Par contre, celles qui sont en vigueur depuis le 31 mars, il faut les garder et permettre cet accès aux travailleurs et aussi aux anciens travailleurs, ainsi que services de prévention et de santé au travail, inspection du travail, etc. Ce qui change avec la réforme, c'est qu'effectivement, il y a des règles en matière d'accès pour les anciens travailleurs notamment et de communication. Et c'est là où on a des interrogations puisque le futur
la future plateforme devra permettre de limiter les accès, puisqu'en fait, un ancien salarié, dans 20 ans, pourra venir voir l'historique des documents uniques et la traçabilité collective de ces expositions. Et ce qui est certain, c'est qu'il n'aura pas un accès forcément intégral à toute la documentation du document unique de l'entreprise. Donc ça, voilà, la technologie permettra normalement d'aiguiller les choses pour permettre une transparence, mais pas non plus un accès collectif. Donc, ce ne sera pas une publicité large pour le grand public, ça sera quand même limité. Mais voilà, ce qui est très important, c'est qu'on va donner aujourd'hui, enfin demain, une visibilité sur 40 ans en arrière des documents uniques. Donc, si on se projette en 2062, eh bien, on aura 40 ans d'historique de documents uniques dans l'entreprise. Donc, ça veut dire que par rapport à la situation antérieure, on va donner une visibilité sur ce que fait l'entreprise ou ce qu'elle ne fait pas, ou ce qu'elle ne fait pas bien, très forte. J'insiste sur le fait que pour les entreprises de moins de 50 salariés, paradoxalement, ça va être même plus contraignant puisque le document unique doit intégrer la liste des actions de prévention. Et donc, comme c'est consigné dans le corps du document unique, ça va être visible puisque ça sera accessible pendant 40 ans. Alors que cette obligation pour le PAPRI Pacte n'est pas formellement prévue. Donc voilà, il y a vraiment un enjeu derrière ça et un enjeu en termes de responsabilité pour les entreprises. Je vois que leur tour, je vais accélérer un petit peu. Vous aurez de toute façon le support. Tout ça pour vous dire que vous avez fait un petit panorama des conséquences que ça pouvait avoir et des enjeux, puisqu'en fait, comme je vous disais, l'évaluation des risques, c'est ce qui est au cœur de la démarche. Et quand on a une absence d'évaluation ou une insuffisance d'évaluation, eh bien, on a un ensemble de risques qui peuvent se présenter pour l'entreprise en termes de responsabilité juridique. Alors là, je sens ma casquette avocat contentieux où effectivement, on est confronté à cette panoplie de situations. Essayer de vous résumer ça dans un logigramme, hein, donc avec des sujets en termes de responsabilité pénale, soit pour l'entreprise, soit pour le chef d'entreprise ou son délégataire de pouvoir. Alors, ça peut être en présence d'accidents du travail, mais aussi sans accident, c'est-à-dire du simple fait qu'on a une non-conformité à la réglementation. Par exemple, on n'a pas de document unique d'évaluation des risques, on ne le tient pas à jour, ça c'est une infraction. Ensuite, on a tout le plan en responsabilité civile, sachant que tout ça, ça peut être cumulable, avec notamment un gros volet sur la responsabilité civile en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle sur la faute inexcusable de l'employeur. Alors, typiquement, vous avez un document unique d'évaluation des risques, ça veut dire que vous auriez dû avoir connaissance en tant que professionnel des risques auxquels vous exposez vos salariés. Et donc, si vous n'avez pas mis en œuvre les mesures adaptées de prévention, la faute inexcusable est consommée, ce qui permet aux salariés de demander des réparations complémentaires à ce que verse la sécurité sociale. Et là, typiquement, on voit bien que les nouvelles obligations en matière de formalisme du document unique d'évaluation des risques et de plan d'action vont renforcer en tout cas les exigences et les risques de responsabilité pour les entreprises. Si on voit le verre à moitié plein, l'intérêt, c'est aussi de pouvoir embarquer les partenaires sociaux avec nous dans cette démarche, parce que plus on va être sur une démarche concertée, plus on pourra justifier de la pertinence des mesures qui ont été décidées. C'est très important, notamment quand on doit prioriser des actions sur d'autres, parce que souvent, on a tout un tas de choses à faire et on ne peut pas tout faire du jour au lendemain en claquant des doigts, on est obligé de programmer des mesures. Ça veut dire que dans l'intervalle, si on a dû différer des choses, il faut aussi adapter les mesures de prévention dans l'attente avec des mesures renforcées ou correctives, le temps qu'on puisse mettre en œuvre les investissements nécessaires. Je termine juste sur le contentieux du travail, puisque là aussi, ça s'est énormément développé sur le terrain des manquements à l'obligation de sécurité. Alors, que ça soit dans le domaine des réorganisations, où aujourd'hui, le juge s'octroie la possibilité de s'immiscer dans les choix de gestion de l'employeur et de contrôler des décisions organisationnelles parce qu'il estimerait qu'elles sont de nature à compromettre la santé ou la sécurité des salariés, donc typiquement sur des mesures de réorganisation, d'externalisation. On a eu pas mal le cas justement dans le cadre
dans le cadre de la crise Covid avec les jurisprudences Renault et Amazon. Voilà, et puis on a toute la question des risques psychosociaux, des harcèlements, donc qui sont effectivement très, très fréquents, très récurrents. Ce que je voudrais vous dire par là, et je l'ai mis en rouge parce que pour moi c'est quelque chose de très important, c'est qu'au-delà du… Il ne faut pas voir ça uniquement sous l'angle d'une contrainte de formalisme. C'est vrai que le formalisme, c'est une obligation réglementaire, mais jusque-là, on n'a pas pour autant agi en prévention. C'est-à-dire qu'après, il faut déployer les mesures et le fait d'être conforme sur le plan de la réglementation, d'avoir un document unique d'évaluation des risques, ne signifie pas que vous allez être en situation de sécurité réelle. Et donc, voilà, c'est une démarche dans le quotidien. Ça veut dire que l'employeur doit veiller ou s'organiser pour veiller de manière constante à la bonne application des règles de santé-sécurité. Et si on a des trous dans la raquette qui sont à l'origine, en tout cas, d'accidents, voilà, on a des enjeux de responsabilité juridique très forts. Et souvent, on est dans une responsabilité du quotidien. Donc ça, on peut le décliner à l'infini sur voilà, du risque routier, des risques psychosociaux, des risques chimiques, etc. etc. Donc c'est vrai qu'il y a des spécificités dans le secteur des bureaux d'études techniques, avec souvent aussi la problématique de partir en mission, d'aller chez des clients, où là, on va avoir aussi une problématique d'interface entre quand on fait de la prestation de service, entre notre document unique, le document unique d'évaluation des risques de l'entreprise utilisatrice ou cliente, et puis insérer tout ça avec les risques d'interférence dans le cadre d'un plan de prévention. Donc là aussi, l'employeur a des obligations particulières et c'est vrai qu'il y a des spécificités sur l'envoi en mission, etc. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut dire que tout change mais rien ne change? On est dans une continuité, mais il y a vraiment un curseur d'exigence renforcé. On verra comment se positionne la jurisprudence, mais tout est en place pour que demain, le contentieux soit d'autant plus sévère, en tout cas à l'égard des entreprises qui, justement, ne font pas les efforts nécessaires et en tout cas ne sont pas en mesure de documenter leurs actions. Donc, pensez vraiment à cette méthodologie et à documenter tout ce que vous faites au quotidien. C'est très important parce qu'après, si on est en mesure d'apporter la preuve, eh bien, le juge est obligé aujourd'hui de tenir compte des preuves qu'on lui apporte. Donc, on n'est pas dans une automaticité de responsabilité. Encore faut-il pouvoir le prouver. Voilà, ça, c'est notre petit, je dirais, conseil d'avocat. Je vous fais un petit focus rapide parce que l'heure tourne sur le passeport de prévention, puisque là aussi, on a une nouvelle obligation pour les entreprises qui doit entrer en vigueur demain, mais du coup, ça va être un petit peu différé dans le temps. Donc, l'idée, c'est en tout cas de permettre aux salariés d'avoir sur un support dématérialisé un historique de toutes les attestations, les certificats ou les diplômes qu'ils ont pu obtenir dans le domaine de la santé-sécurité au travail, que ce soit des actions facultatives ou obligatoires, hein, des formations réglementaires ou facultatives. Donc ça aura vocation à être intégré dans le passeport d'orientation de formation et de compétences. Et donc, ça sera alimenté par l'employeur, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites suivre une formation santé-sécurité aux salariés, eh bien, il faudra aller renseigner ça dans le passeport formation du salarié. Pareil pour les organismes de formation extérieure. Et puis, le salarié, de son côté, s'il mène des actions à titre personnel parce que ça l'intéresse, eh bien, il pourra aussi alimenter ça. L'intérêt, c'est qu'après, le salarié pourra gérer son passeport et donner accès en tout ou partie, selon ce qu'il souhaite, à son employeur pour lui permettre d'avoir une vue et puis pouvoir apprécier l'intérêt de lui faire renforcer certains aspects de formation. Donc, ce n'est pas inintéressant pour les entreprises pour améliorer justement ce volet-là, sachant que le registre de la sensibilisation et de la formation, c'est un des fondamentaux pour prévenir les risques professionnels. Et souvent, les accidents surviennent à cause du facteur humain parce qu'on a une insuffisance de formation, on a une mauvaise compréhension des risques ou des mesures de prévention à mettre en œuvre. Et donc, il y a un intérêt pour ça. En contrepartie, le législateur a bien pris en compte les craintes des syndicats sur le risque de dérive de ce système et notamment de discrimination à l'embauche. Donc, ça veut dire qu'il y aura un certain nombre de garde-fous qui seront pris. Le premier étant que le salarié pourra lui-même refuser de donner en tout ou partie l'accès à son employeur ou à un futur recruteur.
Mais en tout cas, c'est quelque chose voilà, qui est assez intéressant parce que ça va suivre le salarié dans toute sa carrière. Cela ne dispense pas, attention, l'employeur de mettre en œuvre les formations santé-sécurité obligatoires qui seront obligatoires dans son entreprise. Par exemple, sur la formation santé-sécurité au poste du travail. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le salarié, dans ses précédents emplois, a pu avoir ce type de formation que ça dispensera l'employeur de le faire et de recycler ces formations régulièrement. Dernier point, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le décret, mais on a quand même voilà, des axes d'orientation qui sont les souhaits des partenaires sociaux au plan national. L'idée, c'est que, et c'est assez intéressant dans la démarche, c'est pragmatique, c'est que ce passeport de prévention, il n'amène pas de contraintes supplémentaires pour les entreprises. Et donc, il n'aboutissent pas à alourdir les obligations en termes de formation ou de formalisme. Donc, on verra comment ça sera décliné technologiquement. Il devrait y avoir un déploiement progressif courant 2023. Donc voilà, ne soyez pas inquiets avec la date du 1er octobre, puisqu'aujourd'hui, voilà, on attend les textes. Voilà ce qu'on pouvait dire très rapidement sur voilà, le cœur du réacteur. 2-3 choses à retenir sur les évolutions concernant la médecine du travail et les services de santé au travail qui deviennent les services de prévention et de santé au travail. Alors là, on peut dire c'est un changement cosmétique d'acronyme. C'est quand même plus que ça, puisqu'il y a une vraie volonté finalement de changer la donne, de bouleverser le fonctionnement des services de santé, avec des exigences finalement de services beaucoup plus fortes au profit des entreprises et des salariés. Donc là, on va s'intéresser essentiellement aux services de prévention et de santé inter-entreprises. Je mettrai de côté les services autonomes pour les grandes entreprises. Retenons simplement que voilà, alors c'est le côté un peu paradoxal, c'est qu'on sait que voilà, les services de santé et de prévention sont un peu dysfonctionnels au niveau de la qualité et des attentes de services auprès des entreprises. Et c'est ça qui a amené à cette réforme. Et donc, paradoxalement, la réforme vient aussi augmenter le terrain des attributions et des missions des services de santé, avec notamment des nouvelles obligations sur le terrain de la santé publique, dès lors que ce n'est pas sans lien avec la santé au travail, donc des actions de vaccination, de dépistage. Donc, ils vont devoir s'organiser pour répondre avec souvent les mêmes moyens à plus de missions, plus de tâches. Donc, en tout cas, l'idée, c'est de réorganiser un petit peu tout ça pour qu'il y ait un service rendu plus efficace et plus homogène au niveau national, avec tout d'abord des exigences, on va dire, statutaires, puisqu'il y aura une certification qualité des services, des nouvelles exigences de gouvernance, d'agrément, de contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens. Donc ça concerne vraiment le fonctionnement des services de santé, et là, les entreprises n'ont pas vraiment la main. Par contre, là où elles vont être impactées plus directement, c'est qu'elles vont recevoir donc de leur service, du service auquel elles adhèrent, une offre socle qui sera en fait, qui aura vocation à répondre, quel que soit le territoire, à un triptyque en fait qui sera le même partout. Donc, 3 items, la prévention des risques professionnels avec un certain nombre d'actions qui seront déployées auprès des entreprises, notamment pour les aider dans leur démarche d'évaluation des risques professionnels. Ensuite, le deuxième volet, c'est le suivi individuel de l'état de santé des salariés. Donc, c'est concrètement toutes les visites médicales et il y a des nouveaux sujets de visites médicales qui sont prévus par la réforme. Et puis, dernier point, la prévention de la désinsertion professionnelle. Donc, ça, c'est un des gros axes prioritaire du gouvernement. Et pour ça, les services de santé et de prévention et de santé au travail vont être dotés d'une cellule interne spécifique dédiée à la prévention de la désinsertion professionnelle. L'idée, c'est de pouvoir identifier le plus en amont possible, de manière précoce, en fait, tout ce qui pourrait conduire à une perte d'emploi, à des problématiques de désinsertion, donc d'usure professionnelle, etc. Donc, on va travailler sur ces facteurs-là et de manière beaucoup plus partenariale avec la médecine de ville, les caisses de sécurité sociale, etc. À côté de cette offre socle, les entreprises pourront se voir proposer une offre de services complémentaires facultatifs
Et là, on va être un peu dans le champ concurrentiel finalement, où même si ça reste tout ça un environnement associatif, mais où effectivement, les offres ne seront pas les mêmes selon les services de prévention. Faut savoir qu'il y aura une tarification du coup dissociée, puisque pour l'offre socle, on aura une tarification en fonction au prorata des salariés concernés, et puis pour l'offre de services complémentaires, donc une tarification distincte et spécifique. Voilà, je passe rapidement. À noter qu'un certain nombre de professionnels qui sont souvent un peu les parents pauvres de la prévention, ou les angles morts, on va dire, de la prévention, c'est-à-dire les chefs d'entreprise, les professionnels indépendants, les salariés d'entreprise extérieures et les intérimaires. Pour eux, la réforme vient élargir les possibilités de prise en charge et de suivi par le service de prévention et de santé au travail, notamment de l'entreprise utilisatrice. Donc ça, voilà, on verra ce que ça donne en pratique, mais c'est assez intéressant. On va voir après, en termes de fonctionnement interne, du nouveau, puisque dans les services de prévention, le médecin du travail, c'est lui qui garde la haute main sur l'organisation de l'équipe pluridisciplinaire. Donc, c'est lui qui va donner les missions, les délégations, toujours sous son contrôle. Il devra par contre exercer son tiers-temps en entreprise pour accompagner mieux, notamment en conseil, les employeurs. Donc, voilà, sur le papier, c'est intéressant. Maintenant, on voit comment ça fonctionne en pratique. On reste toujours un peu circonspect sur le fait de savoir si la réforme va véritablement porter ses fruits sur ce terrain-là. En tout cas, bon, voilà, ça va dans le bon sens. On va avoir aussi émergé des nouveaux acteurs, avec notamment des infirmiers qui auront la possibilité d'exercer en pratique avancée et donc de se voir confier des tâches supplémentaires. L'idée, c'est de décharger les médecins du travail sur des choses un petit peu voilà, qui peuvent être confiées à d'autres professionnels de santé. Des meilleures possibilités d'accès aux dossiers médicaux en santé au travail ou des dossiers médicaux personnels, donc avec toujours des garde-fous sur toute la protection des données de santé. Une coordination avec la médecine de ville et puis, comme je vous disais, une cellule de prévention de la désinsertion professionnelle pour vraiment agir de manière plus efficace là-dessus. Dernier point sur les mesures structurelles, des modifications en termes de visite médicale, avec en matière de visite de reprise pour les arrêts de travail d'origine non professionnelle, hein, donc les maladies ordinaires ou les accidents non professionnels. Là, c'est important puisqu'on aura moins de visites de reprise, d'obligation de visite de reprise, puisque la durée minimale d'arrêt pour déclencher la visite de reprise à l'issue, ça va passer de 30 à 60 jours. Donc ça, c'est déjà rentré en vigueur depuis le 1er avril. Les employeurs, par ailleurs, dans le cadre des arrêts de travail, d'une certaine durée, donc à partir de 30 jours d'arrêt de travail, vont avoir la possibilité d'interagir avec le salarié et de proposer un rendez-vous de liaison. Donc ça, c'est une nouveauté importante puisque les employeurs n'ont pas la possibilité de solliciter l'organisation d'une visite de pré-reprise. Il n'y a que le salarié ou le médecin du travail. Mais par ce biais-là, dorénavant, on va pouvoir proposer l'organisation d'un rendez-vous de liaison qui va permettre d'anticiper une éventuelle visite de pré-reprise, de commencer à réfléchir sur des mesures d'aménagement et puis de contribuer d'anticiper le risque de désinsertion professionnelle. Pour les visites de reprise, là c'est pareil, le délai de déclenchement, enfin en tout cas la possibilité à partir de laquelle le salarié peut le demander est raccourcie à 30 jours. On va avoir des nouvelles possibilités de visite de mi-carrière à 45 ans, pour faire simple, auprès du médecin du travail, pour effectivement faire le point sur la deuxième partie de carrière et puis les risques professionnels induits et comment les prévenir au mieux, notamment toujours avec en ligne de mire la prévention de la désinsertion professionnelle.
Et puis pour les salariés qui sont dans un cadre de suivi individuel renforcé, qui ont été exposés à des agents chimiques dangereux, pour faire simple, là aussi, une surveillance post-professionnelle ou post-exposition qui va être organisée avec l'assurance maladie, en fait, pour mieux suivre effectivement dans la durée le salarié et les risques de développer une pathologie à effet différé, en fait, et souvent qui va se déclencher après la sortie des effectifs. Donc voilà, on est dans un renforcement, vous l'avez compris, des mesures. Donc, on a une réforme qui s'inscrit dans la continuité, mais qui quand même bouleverse un petit peu la donne, donc surtout pour les entreprises, avec cette traçabilité renforcée, cette exigence renforcée, pas seulement sur le plan documentaire, mais vous l'avez compris, en termes qualitatifs, c'est-à-dire que là, il va falloir pousser le curseur sur la pertinence des mesures de prévention qu'on va mettre en place. Donc, on ne pourra plus se cacher finalement, entre guillemets, derrière juste un document unique. Il faut vraiment définir des actions utiles et concrètes et ensuite les mettre en œuvre. Les défis derrière ça, c'est de pouvoir, notamment pour les TPE, PME, arriver à s'inscrire dans cette démarche qui est assez fastidieuse. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, ça pêche un peu. Espérons qu'on puisse être aidé par tous les acteurs du sujet. L'idée, c'est aussi que l'employeur ne soit pas seul et de pousser la culture de la prévention dans les entreprises. Et on sait bien que quand ça a pris au plus haut niveau de la hiérarchie de l'entreprise, ça se diffuse assez naturellement. Donc, il faut que les employeurs, les chefs d'entreprise soient convaincus de l'intérêt de la démarche. Au-delà des obligations, voilà, on a sur vraiment des enjeux et des opportunités en termes d'amélioration de la performance de l'entreprise, hein, puisque aujourd'hui, on a des fois un peu de mal à mesurer le retour sur investissement que représentent les actions de prévention, même s'il y a des statistiques qui estiment que 1 euro investi dans la prévention, à moyen terme, c'est 2 euros d'économie réalisée. Donc voilà, je caricature un petit peu, mais voilà, il y a des grands marqueurs. On sait qu'en tout cas, au-delà de l'obligation, c'est un vrai facteur de performance, d'engagement. Aujourd'hui, on sait que les attentes, toutes les études d'opinion montrent que les salariés sont en attente d'avoir un environnement de travail qui soit protecteur de leur santé et de sécurité. Donc, c'est un élément d'attractivité, de fidélisation. En tout cas, on sait ce que ça coûte à l'entreprise si on n'agit pas en prévention, en termes d'impact direct financier, de sinistralité, et puis d'impact indirect parce qu'il faut recruter les gens, qu'aujourd'hui on a énormément de mal à recruter. Et puis derrière, plus généralement, je dirais, la qualité des conditions de travail et la protection des salariés, c'est aussi un gage de qualité du travail. Et donc, l'entreprise ne peut pas se désintéresser de la qualité de ses prestations. Et donc, inévitablement, voilà, c'est maîtriser les risques, c'est aussi maîtriser son activité. Donc, voilà, je dirais qu'on a tout à gagner pour agir et s'embarquer dans cette démarche. Après, effectivement, on ne peut pas forcément tout faire d'un coup. Donc, ce qui est important, c'est d'engager les bonnes actions, d'engager un cercle et puis après de le faire vivre. Et puis, c'est finalement un process d'amélioration continue qu'on connaît dans d'autres domaines, la qualité, l'environnement, etc. Donc, c'est de la méthode, mais ça fonctionne assez bien. Donc, voilà, j'espère que voilà, cette présentation vous aura peut-être conforté ou apporté des éclairages utiles. Et puis, je suis à votre disposition s'il y a des questions qui émergent. Merci en tout cas pour votre écoute. Merci Maître pour cette présentation. Il y a déjà une question de Monsieur Yves Gendreau. Je me permets de la répéter, mais je laisse Yves la compléter si jamais. Ouais. Mais que pensez-vous de la résistance de certaines OS sur le basculement du CSE pour être acteur de la prévention? Ce qui est vrai, c'est qu'on voit que en pratique, souvent le sujet de la santé et sécurité au travail, c'est devenu un peu une arme
du côté des organisations syndicales ou des CSE pour finalement entraver un peu la politique de l'entreprise. Donc, on peut avoir des expertises, on peut avoir des refus d'avis ou voilà, des actions. Et c'est vrai que c'est un sujet où si on est en confrontation avec les instances, c'est sûr qu'on ne sera jamais dans le confort parce qu'ils auront toujours au bout du jeu de pouvoir dire qu'on n'investisse pas assez, qu'on pourrait faire mieux, etc. Et donc, c'est vrai que là, on est confronté aux réalités des entreprises. J'attire juste votre attention sur ce point-là. Il ne faut jamais laisser entendre qu'on privilégierait des enjeux d'économie ou d'impératifs économiques sur la santé ou la sécurité des salariés, parce que ça, c'est catastrophique au plan contentieux, notamment si ça ressort dans le cadre d'une enquête, etc. Mais c'est vrai que souvent, c'est ce qu'on va retrouver dans voilà, des positions d'inspection du travail, c'est de laisser entendre qu'on a pu voilà, chercher en tout cas à privilégier l'économie. Donc, c'est pas une science exacte, donc c'est vrai que ça veut dire qu'il faut essayer de les embarquer avec nous, donc c'est pas facile. Et si en tout cas on n'agit pas de manière stratégique et utile en conviction avec les partenaires sociaux, on risque de subir l'instance. Et ça, c'est pire que tout parce que là, pour le coup, c'est un peu un puissant fond. Et dans ces sujets-là, on peut vite être dans la confrontation permanente, hein, si vous voulez. Donc, aussi bien sur le plan formel que sur le fond. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on voit dans les statistiques, c'est que finalement, les OS se sont assez plaintes de la réforme Macron sur le CSE instance unique, où ils ont considéré que voilà, ça a pu bien marcher sur certains aspects, où finalement, en général, on a continué les pratiques qu'on avait antérieurement avec les CSE, sauf qu'en matière de santé sécurité au travail, c'est vrai que le sujet s'est retrouvé beaucoup plus dilué. Donc, voilà, on a un peu tous les profils, des fois des instances qui sont passives, des fois des instances qui sont actives. Ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, l'employeur doit avancer et c'est forcé d'avancer bon gré, mal gré, quelle que soit la posture, je dirais, de ces instances. Monsieur Gendreau, si jamais vous voulez compléter votre question, n'hésitez pas. Oui, merci. Alors, juste très rapidement, j'ai été très, très surpris juste en 2019. Bon, je suis ergonome et formateur des membres de CSE. Dans des grandes entreprises où je devais faire 5 jours de formation conformément au droit du travail sur effectivement la prévention en santé au travail, ils ont tous été contre en disant non, non, c'est trop, etc. Donc, j'ai été obligé de modifier, moi, mon système pour essayer de leur parler de ce que vous venez de dire, du rôle du secrétaire, etc. Et je m'étais même aperçu que le président de la commission santé sécurité au travail n'était même pas le bras droit du secrétaire du CSE. Donc là, je me suis dit, il y a quand même des problèmes de compréhension, effectivement, de la loi de 2017, etc. Et dernière chose, merci d'avoir dit, comme l'avait écrit Lachman en 2010, qu'effectivement, il faut dépasser un petit peu le cadre légal pour aller vraiment vers des idées participatives et collectives sur la prévention. Voilà. Merci, grand merci. Merci à vous, mais effectivement, pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est vrai que souvent on est confronté à voilà, des instances un peu passives qui se désintéressent du sujet. C'est pas forcément une bonne chose pour l'employeur de ne pas pouvoir justement compter sur ses partenaires sociaux et finalement d'être dans un exercice un peu solitaire du sujet. Dans tous les cas, il reste primo-responsable de ce qui se passe sur la prévention des risques, mais c'est vrai qu'on a plutôt intérêt à avoir quand même un ou deux élus qui soient en connaissance des choses, qui aient un peu d'appétence sur le sujet pour travailler utilement, en fait, parce que c'est un sujet qui intéresse tout le monde et sur lequel on a plutôt intérêt à générer du consensus, parce que derrière, on va réfléchir aussi sur les process de travail, sur ce qui permet d'avoir une bonne qualité des conditions de travail. Donc, je veux dire, c'est toujours une mauvaise approche de voir ça par le petit bout de la lorgnette, entre guillemets, et finalement de se désintéresser de ça et d'être uniquement sur des problématiques d'ordre économique ou salarial, quoi. En tout cas, merci beaucoup, Maître, pour cette présentation. Si personne d'autre n'a de questions, je vous propose, on a un petit peu dépassé le temps, mais bon, c'est pas bien grave,
Et je vous propose du coup de mettre un terme à ce webinaire. Dans tous les cas, vous pourrez le retrouver une fois qu'il sera publié sur le site de la Fédération Sinov. Et encore une fois, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en faire part sur l'adresse mail suivante, social@sinov.fr. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette présentation, pour votre présence aujourd'hui, et je vous souhaite une excellente journée. Merci, Au revoir. merci Maître Millet, merci Vianney. Très bonne journée à tous. Merci à tous. Merci à tous également. Très bonne continuation. Bonne journée. Merci.